Alors, on s'est donné rendez-vous avec vous et avec Edgar pour répondre à une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vraiment l'homme est au-dessus de la nature? Alors, c'est ce que pense l'Occident surtout. Michel-Ange dit que l'homme est au-dessus de la nature parce que Dieu lui a mis au monde, donc c'est une créature de Dieu, c'est pas une créature de la nature. La nature de l'homme, c'est d'être surnaturel. Et puis surtout, Dieu lui ayant donné une âme, l'homme n'a rien à voir avec les animaux, avec les plantes, et au contraire même, il doit les dominer. Il doit dominer les oiseaux qui sont dans les cieux, les animaux qui sont sur terre, il doit dominer les poissons, il doit dominer les autres êtres humains, il doit dominer les femmes, il doit dominer les enfants, il doit dominer tous ceux qui n'ont pas la chance d'être aussi forts que lui. Et c'est des rapports qui ont organisé une grande partie de l'histoire de l'être humain, la domination. Or, il se trouve que depuis quelque temps, on se demande si vraiment l'être humain est au-dessus de la nature. Et avec Edgar, il y a 20 ans, 30 ans, on était moins bien qu'aujourd'hui. On avait déjà commencé un dialogue sur la nature humaine. Et comme Edgar avait travaillé sur l'unité de l'homme, qui est un livre, une série de petits livres qui m'a beaucoup marqué, parce que ça a intégré des disciplines différentes. Ça a intégré la biologie, aïe aïe aïe, la biologie, donc l'homme n'est pas que une âme, puisqu'il y a de la biologie dans l'homme. Ça a intégré la psychologie, parce qu'on pense, et puis ça a intégré la sociologie. C'était, il y a 20-30 ans, c'était une attitude impensable. Alors qu'aujourd'hui, c'est une attitude qui est recommandée par les paquebots de la recherche, le CNRS, l'INSERM, l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, recommande aujourd'hui de faire des équipes pluridisciplinaires. Mais il y a 30 ans, on était excommuniés si on faisait une équipe pluridisciplinaire parce que l'homme est par nature surnaturel. Alors, cette manière de poser la question pose des problèmes plein de psychologie. D'abord, ça pose des problèmes de manière de travailler. On est obligé d'apprendre à travailler en équipe, ce qui n'est pas fameux pour faire une carrière. On est obligé de se poser des questions dans des disciplines différentes. Donc, on mélange les genres, et ça aussi, c'est fortement critiqué. Et puis surtout, c'est ce que Papa Freud, que beaucoup de gens dans la salle ont fréquenté, appelait les blessures narcissiques. Alors la première blessure narcissique, ça a été la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et Galilée et Copernic ont payé cher cette phrase. La deuxième blessure narcissique, ça a été la conscience n'est pas le centre de l'être humain. Il y a une énorme partie de notre monde mental qui n'est pas consciente et qui pourtant nous gouverne. Aïe aïe aïe, la narcisse, il en prend un méchant coup. Et le troisième coup narcissique, la blessure narcissique, a été portée d'abord par Edgar Morin, mais on l'a suivi avec plaisir, c'est que l'homme finalement a une partie, l'animal humain a une partie qui fait qu'il n'est pas surnaturel. Mais le fait d'avoir accès à la parole fait facilement croire que l'homme est surnaturel. Et celui qui nous a le plus dirigé dans cette direction, c'est bien sûr Descartes, qui, avec son dualisme, nous a séparé le corps avec une substance, une matière étendue. Donc merci Descartes, il a permis de faire les démarches expérimentales, il a permis de faire des autopsies. Merci Descartes, mais l'âme est sans étendue, sans substance. On ne peut pas en faire l'étude expérimentale. Alors là, pas merci Descartes, parce qu'on peut faire l'étude expérimentale du monde humain, d'un monde humain mental, la parole, les fantasmes, on peut en faire une démarche expérimentale. Alors Descartes s'en est sorti grâce à l'épiphyse, la jonction entre l'âme et le corps. Et dans le texte, les philosophes qui sont dans la salle auront sûrement vérifié que nous on dit c'est l'épiphyse, mais en fait dans le texte, Descartes parle de la bite de l'épiphyse. Or la bite,
c'est B-I-2-T-E. C'est un terme de marine qui décrit l'endroit où on peut amarrer les bateaux. C'est pas du tout à quoi vous avez pensé. On n'amarre pas les bateaux comme ça. C'est-à-dire que... et il se trouve que la biologie actuelle confirme un petit peu cette métaphore curieuse de Descartes, parce qu'on sait maintenant que dans le cerveau, il y a des astrocytes, et que quand on a une pensée émouvante, triste ou gaie, ça modifie le fonctionnement des astrocytes, et que ça modifie le fonctionnement du cerveau. Vous avez bien entendu, une pensée abstraite peut modifier le fonctionnement du cerveau et du corps. Donc finalement, Descartes, que j'aime beaucoup critiquer, ben, il avait bien vu, ou plutôt il avait bien senti. Mais ce qui se passe maintenant sur le plan idéologique, c'est que parmi nous, et on le voit avec le virus, parmi nous, il y a des gens qui aiment la pensée évolutionniste. C'est-à-dire qu'ils aiment penser que ce qui est aujourd'hui n'est pas ce qui sera demain. Et qu'une modification écologique, et on met la société dans l'écologie, on met la pensée dans l'écologie, une modification modifie le fonctionnement du corps. Alors là, c'est une autre manière d'intégrer les données, c'est la pensée évolutionniste, comme l'a proposé Darwin, même s'il n'a pas prononcé une seule fois le mot évolution. Il n'a pas écrit le mot évolution une seule fois, mais c'était une pensée évolutionniste qui a révolutionné la biologie, mais qui a été facilement récupérée par le darwinisme social, c'est-à-dire le nazisme. Parce que Darwin mettait l'homme au-dessus d'une échelle, au-dessus des pyramides. Donc l'homme, pour Darwin, n'était pas une création surnaturelle, mais il était quand même au-dessus des autres êtres vivants. Donc il a été facile à récupérer. Et puis surtout, cette pensée évolutionniste aime le doute. Parce que le doute fait partie de la pensée scientifique. Le conflit fait partie de la pensée scientifique. Et regardez ce qui se passe actuellement avec le virus. Parmi nous, dans toute la population, il y a une partie des gens qui disent « Mais alors quoi, le gouvernement dit n'importe quoi, il change d'idée tout le temps ?» Et oui, il change d'idée tout le temps, parce que le virus change tout le temps. Il change de lieu, selon la manière dont on le transporte. Il change de toxicité. Si c'est un petit brin d'ADN tout neuf, il est très toxique. Et puis comme le brin d'ADN, c'est une protéine, c'est un petit morceau de viande, si vous préférez. Donc, il va s'user, comme tous les virus, il va s'user. Sauf qu'on le transporte beaucoup, donc on entretient, et il met longtemps à s'user. Et il y a donc ces gens-là sont inquiétants parce que quand ils disent « alors quoi, le gouvernement fait n'importe quoi », le gouvernement suit les conseils des scientifiques qui changent d'idée parce que le virus change. Et donc les gens sont angoissés. Dites-nous où est la vérité. Et là, on entre dans la pensée fixiste, c'est-à-dire il y a une seule vérité, il ne faut pas remettre en doute la vérité, sinon c'est un blasphème. Et cette pensée fixiste mène au blasphème, c'est-à-dire à la pensée, au langage totalitaire. Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà l'introduction. C'est pour ça j'ai été heureux de venir ici. C'est un lieu qui est cher à ma famille et à mon passé. Château-Vallon, cet amphithéâtre. J'ai rencontré Edgar Morin ici. On s'est revus par la suite. Et cette manière de poser la question, c'est ce qu'on va essayer de traiter ce soir. Et pour ça, je donne la parole à Edgar pendant 20 minutes. Et on m'a dit d'être sévère pour le temps. Merci Boris. Alors, bon, les humains sont des êtres vivants. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? C'est une question absolument préalable. Et dès que vous vous posez la question, vous tombez sur 3 paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'on sait depuis la moitié du siècle dernier
que l'être vivant, de la bactérie jusqu'à l'éléphant, en passant par l'homme, est constitué uniquement d'éléments physico-chimiques, c'est-à-dire de molécules elles-mêmes composées d'atomes. Or, aucune de ces molécules, même la plus grosse, même la plus complexe, n'a aucune des qualités de la vie. Quelles sont les qualités de la vie? La qualité de la vie est de pouvoir s'auto-reproduire et de pouvoir connaître son milieu et de pouvoir se nourrir et s'alimenter et de pouvoir s'auto-réparer éventuellement s'il y a une blessure. Donc ce sont des qualités qui n'existent chez aucune molécule. Comment expliquer ce paradoxe? On ne peut peut-être pas l'expliquer, mais le comprendre en fonction de la conception de l'émergence. Qu'est-ce que c'est que l'émergence? C'est quand un tout composé de parties très diverses entend son organisation secrète, son organisation produit des qualités qui n'existent pas chez les parties individuelles. Autrement dit, même quand vous avez H2O, c'est-à-dire la molécule d'eau, l'eau a des qualités que ni l'hydrogène ni l'oxygène n'ont, qui par ailleurs ont d'autres qualités. Donc l'être vivant a des qualités inouïes par rapport aux éléments physico-chimiques qui le constituent, et cela constitue effectivement la complexité de son organisation, qui est une organisation autonome qu'on peut appeler auto-organisation. Mais si je dis ça, et nous sommes nous-mêmes des êtres auto-organisés, nous nous organisons sans arrêt tous les jours, mais à partir de cela, on se rend compte que cette autonomie a besoin d'énergie, elle est dépendante des milieux. Pourquoi? Parce que nous sommes, nous les vivants, à commencer par la bactérie, des organisations actives. Pas seulement parce que nous nous mouvons, donc nous utilisons de l'énergie et la gaspillons, mais même dans notre fonctionnement, par exemple, le fait que mon cœur batte sans arrêt, c'est un processus qui est capital parce qu'il permet d'irriguer mon sang, de le détoxifier par l'oxygène, mais en même temps, il dépend, ce travail dépend de l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Autrement dit, notre activité gaspille de l'énergie, il nous faut de l'énergie à prendre dans notre environnement, donc l'autonomie est en même temps dépendante. Et plus je deviens autonome, plus je deviens dépendant. Si je deviens autonome avec mon ordinateur, c'est-à-dire que je ne dépends plus à ce moment-là de la feuille de papier, du stylo, etc., je deviens dépendant de l'électricité et je deviens dépendant du fonctionnement de ma machine. Donc, vous avez ce paradoxe, nous sommes des êtres autonomes et dépendants, et cela va avoir des conséquences formidables, puisque, justement, le mythe est de croire que l'être humain était tellement autonome qu'il pouvait déposer la nature. Plus il est devenu autonome, plus il a dépendu du milieu, et la crise écologique que nous vivons est l'exemple parfait de cette dépendance dont nous n'étions pas conscients. Le troisième paradoxe est que vivre et mourir, c'est presque la même chose, tout en étant le contraire. Comment ça? Oui, parce que chaque acte de vie, chaque battement de mon cœur me fait vivre, mais en même temps, ce battement est une dépense d'énergie qui va vers ma mort. Donc, sans arrêt, l'activité vivante, qui est une activité dépensante d'énergie, produit de la possibilité de mort en produisant de la vie. Et nous luttons contre ça, pas seulement nous nourrissant, nous soignant, nous guérissant de nos maladies, etc. Mais nous arrivons à ce paradoxe, et à un double paradoxe qu'avait indiqué le philosophe grec Héraclite,
Il disait vivre de mort, mourir de vie. Bon, mourir de vie, c'est évident, là aussi, comme tous les êtres de l'univers, matériels et non matériels, et vivants. Comme tous les êtres, nous sommes soumis à ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique, c'est un processus inéluctable de dégradation. Et plus nous fonctionnons, plus nous essayons de rajeunir à chaque moment, plus en rajeunissant, nous vieillissons. Autre paradoxe. Et à force de rajeunir, nous en crevons. Et donc, c'est ça le dernier paradoxe de la vie. Et alors, là-dessus, le génie de la vie, par exemple, pour des êtres polycellulaires, comme nous sommes, c'est-à-dire nous sommes faits de milliards de cellules, sans arrêt, des cellules meurent dans notre corps et sont remplacées par des cellules neuves. Autrement dit, nous vivons de la mort de nos cellules. La mort de nos cellules nous aide à vivre parce que ces cellules sont remplacées par des nouvelles. Donc voilà les éléments auxquels, si élevés que nous puissions être dans l'échelle animale, nous sommes irrémédiablement soumis. Alors, cela étant dit, si on pense que la vie est une histoire, est une aventure qui commence d'une façon du reste inexpliquée encore, mystérieuse encore, parce que comment des myriades de protéines et d'acides aminés ont pu se rencontrer dans une sorte de tourbillon et s'auto-organiser. C'est un problème qui reste, mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que cette vie existe, même sous une forme première, cette vie, elle commence une aventure pleine de créativité. Si nous avons par exemple des unicellulaires de type bactéries, à un moment donné, certaines d'entre elles s'unissent, créent des êtres polycellulaires, et justement l'organisation polycellulaire crée des qualités nouvelles, etc. Et à partir de ceci, nous avons le déploiement incroyable du règne animal et du règne végétal sur Terre, dans les airs et à l'intérieur des mers, comme ceux qui étaient présents hier soir ont pu voir dans ce film extraordinaire, la vie étonnante qu'il y a dans les bas-fonds sous-marins. Donc, cette vie est une créativité incroyable. Alors, voyons un peu cette chose. Premier élément de créativité, à partir de quelques algues, a été inventé quelque chose que nous avons commencé à essayer d'inventer au XXe siècle. Qu'est-ce qu'elles ont inventé? Elles ont inventé par l'assimilation chlorophyllienne le captage de l'énergie solaire pour la transformer en énergie vivante qui permet aux plantes effectivement de se développer, de vivre, et celles qui ont des racines, de puiser par leurs racines des substances vivantes et avoir toute une série de qualités et de propriétés. Donc les plantes ont été géniales et ont trouvé le moyen de trouver sur place l'énergie. Mais nous, les animaux, nous en sommes des descendants, nous n'avons pas eu ce génie. Et qu'est-ce qu'il nous restait à faire? À nous nourrir. À nous nourrir, à manger des plantes, ce sont les herbivores, à manger d'autres animaux, ce sont les carnivores. Mais pour nous nourrir, c'est un boulot. Il faut chercher. Alors vont se développer les pattes, alors vont se développer les nageoires, alors vont se développer les ailes, alors vous allez avoir là une mobilité extraordinaire qui va se développer. Et dans cette recherche vont se développer des organes divers, un système nerveux. Et le système nerveux va se développer et créer des ganglions nerveux. Et les ganglions nerveux vont se rassembler et créer les embryons d'un cerveau. Et ainsi vont apparaître les êtres dotés d'un cerveau, les nombreuses espèces animales. Donc voilà la créativité vivante qui se manifeste sans arrêt. Et les biologistes, par peur de créationnisme justifié, ont peur de cette créativité, mais qui n'a rien à voir
c'est Spinoza qui montrait que la nature était créatrice, elle jouait le rôle divin de la créativité et que ne venait pas d'un Dieu extérieur au monde. Et cette créativité extraordinaire de la vie se manifeste dans tous les domaines. Alors, cela étant dit, voyons, cette créativité, c'est pas seulement la création d'animaux, d'espèces extrêmement différentes, c'est la constitution de ce qu'on peut appeler les écosystèmes. Alors, les écosystèmes, qu'est-ce que c'est? Il se trouve que les relations entre les espèces vivantes entre elles, unicellulaires, végétaux, animaux, et entre ces espèces et le milieu terrestre, le milieu géographique, le milieu climatique, dans certains espaces qu'on peut considérer comme des sortes de niches écologiques, ces relations créent spontanément une organisation qui s'autorégule elle-même. Elle s'autorégule pas seulement à travers les agressions et les morts, mais à travers aussi les coopérations et les ententes. Vous savez, alors c'est ici qu'on arrive à quelque chose de très important, c'est que c'est une mauvaise interprétation, évidemment, pas seulement de Darwin, parce que Darwin a été complété par Kropotkin, qui a remarqué qu'il n'y a pas seulement la lutte pour la vie, mais la coopération qui a joué un rôle énorme dans ce qu'on appelle la sélection naturelle, a commencé par la multiplication de sociétés, pas seulement les sociétés d'abeilles, de fourmis, de termites, des sociétés de poissons, des sociétés d'oiseaux, des sociétés de mammifères, des sociétés de primates. Et vous avez aussi ce que récemment on redécouvre, c'est que vous avez des relations de coopération, celles qui sont connues depuis longtemps, entre les insectes butineurs, les abeilles et les fleurs qui se font coquettes pour les attirer, et où les relations comme entre les champignons, les racines des arbres, dans la nature, c'est pas seulement, là aussi je me réfère à mon philosophe préféré Héraclite, qui dit concorde et discorde sont père et mère de toutes choses. Il ne faut pas seulement voir la discorde qui est réelle, qui est la mort, il ne faut pas euphoriser la nature, mais elle a une puissance d'organisation d'abord globale dans les écosystèmes et finalement dans la biosphère qui nous entoure et qui aujourd'hui est dégradée par nous. Et justement, la biosphère, c'est l'écosystème des écosystèmes. Et ce que l'on peut dire, ce que nous appelons la nature, c'est justement ce que font les écosystèmes, c'est-à-dire l'association entre les différentes forces de vie et les forces présentes du monde physique de la planète Terre. C'est l'union du physique et du biologique qu'elle appelle la nature et qui est absolument vitale pour nous, qui est matricielle pour nous. Alors, là, nous arrivons maintenant, puisque nous savons que nous sommes vivants, nous savons que nous sommes des animaux, nous prouvons même que nous sommes des primates et que chez les primates s'est développé, chez certaines espèces, les olimiens, une tendance qui existe déjà chez les orang-outans, chez les gorilles et chez certains autres singes, la tendance à se redresser, à quitter la quadrupédie pour aller vers la bipédie, c'est-à-dire. Et ce processus extraordinaire ne peut pas être dû au seul hasard. Il y a des études de Mme Anne Balassé d'Ambricourt qui semblent indiquer que ce processus se passe de façon fétale au moment de la reproduction, au moment où se créent des caractères nouveaux qui permettent justement, parce que pour être bipède, il faut des transformations cérébrales énormes pour pouvoir maintenir l'équilibre sur deux pieds. D'ailleurs, moi-même, je me rends compte à mon âge, j'ai tendance à perdre l'équilibre, l'équilibre qui me semble tellement normal. Donc, si vous voulez, vous avez le redressement vers le haut, non seulement a été un effort formidable, mais
une transformation, libère la tête qui à ce moment-là peut développer le cerveau, libère les mains qui à ce moment avec le pouce rétractable peuvent mieux saisir les outils, et voilà que commence l'aventure de l'hominisation, qui est une aventure donc fondée sur le redressement. Et alors, là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que l'homme, et ça c'est ce qu'avait montré Bolk dans les années 1920, et Bolk a fait une très juste remarque théorique en disant que l'homme adulte a les caractères du bébé singe. En effet, le bébé singe n'a pas de poils, il est glabre. Le bébé singe a le front haut. C'était après que le museau va s'élargir. Le bébé singe n'a pas le gland séparé de son sexe. Le gland est entouré d'un capuchon. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les humains pratiquent la circoncision dans certaines religions. Donc, si vous voulez, le processus humain est que c'est la rajeunisation, c'est le rajeunissement et la fétidation qui permet d'acquérir adulte des caractères de l'enfant. Et qu'est-ce qui subsiste chez l'adulte, chez le caractère de l'enfant? C'est la curiosité universelle qui demeure malgré tout notre système d'éducation qui s'emploie à nous abrutir et à nous faire perdre notre curiosité. Mais la curiosité merveilleuse de l'enfant pour tout, c'est la capacité d'amour, de tendresse, d'affection, alors que chez la plupart des autres animaux, sauf chez les chimpanzés, il n'y a plus de relation entre les enfants adultes et leur mère. Là, nous restons fidèles et attachés à nos parents, ou nous devrions l'être. Donc, voilà un aspect extraordinaire de l'humanité. Alors, cela étant dit que l'hominisation est un processus biologique, mais profondément transformateur. Ce processus a développé des capacités cérébrales, elles-mêmes capables d'inventer ce langage si complexe qu'est le nôtre. Parce que bien sûr, il y a des langages chez les abeilles, il y a des langages chez les singes, il y a des langages de danse, de gestes, de voix, de cris. Mais ce langage qu'on appelle à double articulation ou des phonèmes, c'est-à-dire des syllabes sans signification, sont tenues entre elles pour former des mots avec signification, ce système extrêmement complexe qui est vrai pour toutes les langues humaines, ce système se forme et permet la communication, et permet l'expression, et permet la culture. Et vous avez aussi... Alors, ce qui semble très intéressant, c'est que dans le développement ultime de l'être humain, c'est-à-dire qui comporte évidemment le ralentissement de la croissance, les enfants, c'est qu'à 9-10 ans, qui commencent à avoir des capacités que les enfants singes, ils ont dès la 2e année. Donc nous avons et à travers ce ralentissement énorme, l'éducation, la relation avec autrui, l'apprentissage, tout ceci peuvent se faire. Donc ça veut dire que non seulement nous sommes des êtres naturels et que c'est une évolution naturelle qui a poussé au redressement, qui a poussé au rajeunissement, qui a poussé à la cérébralisation, mais qu'une fois qu'on a acquis le langage et la culture, ceux-ci ont joué sur l'évolution et ont permis le ralentissement encore plus de l'enfance. Donc nous sommes profondément des êtres de nature tout en des êtres de culture. Nous avons cette dualité en nous, mais une dualité inséparable. C'est parce que la nature a permis notre culture que notre culture a permis de développer notre nature. Tout ceci, ce sont des notions absolument inséparables. Et à ce moment-là, nous découvrons notre relation profonde, ombilicale, avec le monde vivant,
avec tout le monde animal, avec tout le monde qui nous entoure, nous nous rendons compte que nous faisons part de cette biosphère et nous ne sommes pas là le maître. Et nous arrivons donc à cette conclusion au moment où nous nous rendons compte que c'est le déferlement techno-économique lui-même animé par un déferlement de frappe insensé pour le profit immédiat, que c'est ce déferlement qui a produit toutes les dégradations dans la nature extérieure et dans notre société avec la dégradation des sols agricoles, les pollutions urbaines, les pollutions des rivières, la dégradation des océans et notre Méditerranée qui est polluée par les déchets de toutes sortes, nous nous rendons compte que c'est ça, c'est cette folie humaine de nous croire séparés, indépendants, maîtres de cette nature. Nous ne sommes pas, nous devons abandonner la formule de Descartes, maître et possesseur de la nature. Nous devons nous considérer comme des copilotes de la nature. Elle a un art de pilotage et nous devons l'aider dans son art de pilotage. Ben voilà ma contribution. Bon, ben, je vais essayer de continuer la déclaration de nature d'Edgar, parce que je crois quand même qu'on est piégé par l'évidence. On a la pensée paresseuse, c'est justement de croire qu'il y a le corps d'un côté et l'âme de l'autre. Et effectivement, il y a beaucoup de cultures où on distingue trois mondes. Il y a le monde éveillé, quand on parle, quand on marche, quand on travaille. Il y a le monde du corps allongé par terre quand on dort. Et il y a un troisième monde qui est seulement le monde des rêves. Et j'ai la chance de travailler dans un groupe de travail. Il y a François Lupu, qui est un anthropologue qui a vécu en Nouvelle-Guinée avec un groupe humain qui était fasciné par ce monde du dedans, le rêve. Et quand quelqu'un rêvait et qu'il était réveillé par son rêve ou son cauchemar, il réveillait tous les copains de la tribu pour leur raconter son rêve. Et tout le monde avait la preuve, je l'ai vu de mes yeux vus, que tu dormais, ton corps était là pendant que tu dormais profondément, alors que tu nous racontes que ton âme était ailleurs et faisait un voyage extraordinaire que tu éprouvais intensément. Donc c'est la pensée, l'évidence, c'est un piège de la pensée, puisque l'évidence, c'est ce que construit notre cerveau, c'est ce que l'évidence d'une abeille n'est pas l'évidence d'une libellule, n'est pas l'évidence d'un être humain, on ne voit pas les mêmes choses. Notre cerveau est construit, notre développement est construit, sculpté par le milieu, puisque la neuroimagerie photographie comment l'organisation autour d'un bébé sculpte son milieu, et son cerveau, et lui donne des formes différentes. Donc il ne voit pas le même monde selon la manière dont il a été sculpté au cours des premiers mois de sa vie. Et le monde, il le voit comme une évidence, sauf que l'évidence de l'un, c'est pas l'évidence de l'autre. Et dans cette évolution-là, il y a une notion qui a été souvent travaillée, c'est que Freud, qui a joué un grand rôle à Toulon, parce que la psychanalyse, beaucoup de Toulonnais ne le savent pas, la psychanalyse est partie de Toulon, du Mourillon. C'était Hénard, le docteur Hénard, qui est un médecin de la marine, et qui avait été voir Freud, et qui avait discuté avec Freud. Et il s'est installé au Mourillon, il y avait un cabinet, là où il y a le rond-point actuellement qui fait l'échangeur au bout du Mourillon, c'était là où était son cabinet, et Romain Roland venait régulièrement. Et c'est ces deux-là qui ont rentré la psychanalyse en France, et c'est par eux qu'est partie la peste, hein, comme dit Freud lui-même, hein, la peste est rentrée en France par Toulon. Mais ensuite, Hénard a été nommé président de la Société française de psychanalyse, où était Lacan, et Lacan a eu des difficultés.
pour rester dans cette société, parce que comme c'était un personnage un petit peu à part, il ne s'est pas soumis à la doxa de la société parisienne. Il y avait déjà le conflit OM-PSG, c'est-à-dire que déjà le sud, Toulon, Marseille, s'opposait à Paris. Mais l'idée que je vous propose, c'est de dire que finalement, c'est pour reprendre un peu ce que Edgar vient de nous expliquer, c'est que on est victime de nos victoires. C'est un peu ce que Edgar nous a expliqué. On fait des performances extraordinaires, pas tellement sur le plan physique, parce que sur le plan physique, on n'est pas terrible, mais la virtuosité humaine, c'est l'artifice. L'artifice de l'outil et l'artifice du verbe. Et c'est là qu'on crée notre puissance. Or, toutes les espèces qui s'éliminent par leur point fort. C'est-à-dire qu'ils renforcent tellement, pour nous humains, on renforce tellement l'outil et la parole qu'on arrive probablement à créer les conditions de notre destruction. Mais comme l'a dit Edgar, on n'est pas coupé de la nature, on est dans la nature et on synchronise avec, on agit sur la nature qui agit sur nous. On crée le milieu qui sculpte notre cerveau. C'est-à-dire qu'on est responsable, on a un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité. Et c'est pour ça que la biologie et la psychologie ne sont pas séparables de la politique. On a un degré, nos décisions politiques modifient le développement cérébral, psychologique et social de nos enfants. Donc ce degré de liberté nous engage, puisqu'on peut choisir de développer les enfants comme l'a fait l'Occident dans le sprint, ou de développer les enfants dans la paix comme le font actuellement les pays d'Europe du Nord. Et Edgar a rappelé la vieille observation de Bolk qui remonte à 1929, mais qui est toujours vivante, et au contraire même la neuroimagerie confirme que l'instinct, le sentiment de Bolk était bon. C'est ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est la lenteur de son développement. Or, on fait sprinter nos enfants. Un cerveau humain est adulte à 25 ans. Les garçons sont adultes à 26 et les filles à 24. Mais ça reste entre nous. Ça ne sort pas de la salle. C'est-à-dire qu'il y a des vitesses de développement très différentes selon les sexes. Et on sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, que les enfants autistes, c'est pas la forteresse vide que décrite par Bétala, mais au contraire, c'est des enfants qui vont trop vite. Ils ont un développement neuronal fulgurant, ils n'ont pas le temps d'apprendre, ils n'ont pas le temps de s'imprégner de leur milieu, ils peuvent rien apprendre, ils peuvent pas apprendre le langage, ça va trop vite. Ce qui fait qu'ils ont une pensée préverbale stupéfiante, mathématiques, musique. J'ai vu des performances stupéfiantes par certains enfants autistes. Ils savent régler des problèmes de mathématiques que je suis bien incapable de régler, bien sûr, mais ils ne savent pas traverser la rue tout seuls. Ils ne savent pas décoder les rituels d'interaction. Donc ils ont une intelligence préverbale étonnante qu'ils payent très cher. Or, actuellement, on sait que l'épigenèse, les travaux qui sont actuellement en vedette sur l'épigenèse, et là, ça va confirmer ce que Edgar nous a proposé tout à l'heure, la nécessité d'intégrer des disciplines différentes au lieu de morceler le savoir et de partir chacun à son petit chemin. On sait maintenant que le malheur de la mère, les femmes enceintes, le malheur de la mère modifie la structure cérébrale du bébé qu'elle porte. Et les premiers travaux qui ont été faits en partie par votre serviteur, et notamment le premier congrès international a été organisé aux Zambiers et par Jacques Petit. Et l'autre jour, quand j'ai parlé des 1000 premiers jours au Théâtre de la Liberté, j'ai oublié de le citer. Donc s'il y a des gens qui connaissent Jacques Petit dans la salle, dites-lui bien que je l'ai cité. Et c'est lui qui a organisé le premier congrès international sur quand commence le psychisme. Et le psychisme commence dans l'utérus.
Et on est la seule culture à faire naître la psychologie le jour de la naissance. Alors les Asiatiques sont très surpris, parce que pour eux, le jour de la naissance, ils fêtent le premier anniversaire. Et ils ont bien raison, parce que le gars, il a 9 mois de vie intra-utérine, de vie aquatique. Il a 9 mois de vie aquatique où il a déjà perçu beaucoup de choses. Et dans ce congrès des Ambiers, je crois me rappeler que ça devait être 1980-82, on avait avec Jacques Collin, qui était un marin au laboratoire d'acoustique du Brusque, et on avait montré que lorsque la mer parle, les basses fréquences de sa voix sont très bien transmises par son corps et par le liquide amniotique, et quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. D'où toute notre vie, on garde la fonction érotique de la voix. C'est pour ça, on garde surtout les basses fréquences. C'est-à-dire que les basses fréquences sont une caresse. Alors que les hautes fréquences, c'est un cri. Pas du tout la même sensation. Et c'est une information qu'on acquiert très tôt et qu'on garde toute notre vie. Mais la troisième année, on se métamorphose. La troisième année, on entre dans le monde des mots. Et là, il y a une mutation. On entre dans la planète des mots. Et là, on est soumis aux mots. Et la neuroimagerie d'aujourd'hui, photographie, montre comment un récit gai, un récit triste, un récit agressif, un récit raciste, n'importe tous les récits peuvent, en provoquant des émotions, modifier la manière dont fonctionne le cerveau. C'est-à-dire que on invente des mots qui nous façonnent. On invente des récits qui modifient notre fonctionnement biologique. Alors la séparation des savoirs, ce qu'on a appris, on a été formé, on a eu nos diplômes grâce à la séparation des savoirs. C'était une faute épistémologique énorme. Alors, mais ça mène au prix Nobel. Si vous voulez avoir le prix Nobel, il faut acquérir un tout petit segment de savoir. Mais si vous voulez avoir une connaissance de l'être humain, il faut être pluridisciplinaire. Il faut intégrer les disciplines différentes. Alors la technologie, je vais reprendre un peu ce que Edgar nous a proposé, c'est que la technologie, actuellement, on l'a inventée et elle nous domine. Notamment, on voit avec les écrans les dégâts graves que provoquent les écrans chez nos petits-enfants. Retard de langage, troubles pseudo-autistiques, arrêt très important de l'empathie. L'empathie, c'est cette aptitude qui nous permet de se décentrer de soi-même pour se représenter le monde de l'autre, c'est-à-dire vivre ensemble. Et quand on arrête l'empathie, parce que nos enfants, quand on les laisse devant un écran, ils sont médusés au sens grec du terme, la méduse. On voit la méduse et on voit les serpents qui lui sortent par la bouche, le nez, les yeux. Et les enfants sont médusés par un écran de télévision. Ils n'apprennent plus rien. Alors, donc, on a créé un monde qui nous domine et qui modifie la manière dont fonctionnent nos cerveaux. Et on voit aussi que ces récits collectifs sont... Alors là, Edgar était sociologue aussi. Et il a gardé, philosophe et sociologue, il a gardé cet esprit de raisonnement de société qui organise quand même s'il s'intéresse à la biologie, il a un raisonnement profondément sociologique et philosophique. Or, on sait maintenant que la parole et la technologie a un effet de surlangue. Avec mes mots, je peux créer un monde que vous allez éprouver et qui est pourtant impossible à percevoir. Dieu, l'histoire, et je crée avec mes mots, et si vous y croyez, vous êtes ému, vous êtes modifié par mes mots. Or, au Proche-Orient, on voit que la plupart des guerres sont déclenchées par des récits. La plupart des guerres sont des guerres de croyance. À Jérusalem, Dieu fait de l'immobilier. C'est-à-dire que j'ai vu des disputes entre les orthodoxes. Il y a un petit bout, il y a le tombeau du Christ à Jérusalem, il est vide, il n'y a plus personne dedans. Mais il y a un petit bout que les orthodoxes réclament. Et alors les chrétiens
disent « Ah ben non, 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 c'est à nous ». Et il y a des conflits très violents, très douloureux pour 30 centimètres. C'est provoqué par un récit, c'est pas provoqué par le caillou, c'est provoqué par un récit. C'est d'ici, c'était le tombeau du Christ, cet angle-là nous appartient. Ah non, 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 cet angle-là nous appartient à nous. On a une autre croyance, une autre religion. Alors cet effet de surlangue est aggravé par la technologie parce que vous tapez sur votre écran, vous tapez quelques lettres et vous voyez en temps réel apparaître ce qui se passe en Chine actuellement. Vous voyez apparaître sur votre écran ce qui s'est passé en Grèce il y a plusieurs milliers d'années. C'est de la magie. C'est-à-dire que c'est un effet de surlangue avec la machine. Vous provoquez encore plus une décontextualisation des informations auxquelles vous vous soumettez. Et là, on entre dans le danger du langage totalitaire, c'est-à-dire que ce qu'on voit réapparaître, qui n'a jamais complètement... J'ai cru, quand j'étais gamin, après la Seconde Guerre mondiale, j'ai vraiment cru que plus jamais ça. Et je me rends compte que après la guerre de 14, nos anciens ont dit aussi plus jamais ça. J'ai cru vraiment après la guerre de 40, plus jamais ça. Et on voit les mêmes principes se remettre en place. On voit exactement le langage totalitaire se remettre en place. C'est-à-dire que cette caractéristique du langage totalitaire, c'est qu'il n'est pas discutable. J'ai la vérité. Et que quand il y a des moments de chaos, ce qui se passe actuellement, quand il y a un moment de chaos, chaos sanitaire, chaos social qu'on va payer très cher, hein. À coup sûr, nos enfants vont payer très cher le chaos social d'aujourd'hui. Eh bien, on voit beaucoup de gens sont ruinés, beaucoup de gens sont malheureux. Et dans ce cas, quand un peuple a besoin de héros, c'est qu'il est en grande difficulté. Et on voit réapparaître aujourd'hui des sauveurs. Votez pour moi, je sais ce qu'il faut faire. Regardez le nombre de dictateurs qui actuellement ont été élus démocratiquement. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est-à-dire, Hitler a été élu démocratiquement. Il avait fait un coup d'État en 1925, mais ensuite il a été élu. Ensuite, il s'est arrangé pour magouiller. Et ensuite, il a provoqué une épidémie d'amour, une épidémie psychique, une épidémie d'amour, où le peuple le plus cultivé d'Occident, l'Allemagne, est tombé prisonnière d'un langage totalitaire. Je suis en train de citer Klemperer, le linguiste, le cousin du musicien, qui décrit le langage totalitaire. Et dans le langage totalitaire, il y a des mots-clés que probablement les machines vont savoir décoder, l'intelligence artificielle va savoir décoder. Et parmi les mots-clés, il y a blasphème, il y a peuple et il y a héros. Méfions-nous des gens qui parlent trop du peuple, c'est qu'ils ont une tentative totalitaire, qui parlent trop, et surtout méfions-nous des gens qui emploient le mot blasphème, parce que le mot blasphème, ça veut dire si vous ne croyez pas impeccablement, totalement à ma théorie, je vais vous considérer comme blasphématoire et vous méritez la mort, puisqu'il y a une seule vérité, cette vérité c'est la mienne. On a un exemple de langage totalitaire et on voit aujourd'hui réapparaître sur la planète, dans beaucoup de pays, on voit réapparaître ces mêmes mots qui indiquent le danger du langage totalitaire. Et puis pendant les 5 minutes que je m'accorde, on va parler quand même de ce qui nous arrive actuellement. Quand il y a eu une glaciation, je ne suis pas sûr du chiffre, mais il y a sûrement des gens dans la salle qui savent que la grande glaciation, c'était 95 millions d'années. Mais je vous dis, je ne suis pas sûr du chiffre. Il y a très longtemps, la dérive des continents fait que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se réunissent. Donc le Gulf Stream ne peut plus tourner et il réchauffe moins le Groenland. Donc le Groenland est pris par les glaces, donc ça ne s'évapore plus. La pluie est beaucoup moins fréquente, donc loin de la pluie, loin du Groenland, le Sahara devient un désert. Donc les gens qui habitaient dans un Sahara où il y avait de l'eau, où il y avait beaucoup de verdure, dans un désert, les gens sont obligés d'émigrer. Ils montent vers le nord, ça déclenche des phénomènes migratoires, ça déclenche des guerres de territoire.
Et il y a eu des guerres de sécheresse. Les Mongols, chassés par la sécheresse, ont voulu envahir la Chine. Les Chinois ont remonté la muraille de Chine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le Darfour a été une première guerre climatique où les éleveurs n'avaient plus assez d'eau et ils se nourrissaient du lait des vaches et du sang des vaches qu'ils prenaient à la jugulaire. Il n'y avait plus d'eau. Les vaches mouraient, les enfants mouraient, il fallait partir. Et en partant, ils ont traversé les terres des cultivateurs. Ça a déclenché la guerre du Darfour. Donc, et c'est ce qui nous attend, c'est ce qui va se passer bientôt, ça a commencé il n'y a pas longtemps, on était en avion au-dessus de Séville. La première fois que je suis passé au-dessus de Séville, il y avait une campagne verte. La dernière fois que je suis passé au-dessus de Séville, il y avait une minuscule couronne verte. C'est déjà désertifié. Donc c'est un peu ce qui se passe. Et ce qui nous arrive, c'est que quand la glaciation est arrivée, les êtres humains qui vivaient à cette époque-là ont perdu leurs aliments. Plus de feuillage, plus de fruits. Il a fallu inventer les armes, il a fallu tuer pour ne pas mourir. Et à ce moment-là, on a vu la valorisation de la violence et les cultures, René Girard, Lévi-Strauss, Freud et beaucoup d'anthropologues disent que c'est par la violence que s'est construite les sociétés, que se sont construites les sociétés. C'est en donnant la mort qu'on a pu ne pas mourir. Et regardez les frontières, elles sont presque toutes le résultat de guerres sanglantes. Regardez les territoires de croyance, ils sont presque tous le résultat de guerres terrifiantes. Et pour ne pas mourir, il a fallu tuer pour manger la viande. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? On fait des élevages de viande gigantesques, l'agriculture est de moins en moins consacrée à la salade et aux êtres humains, pour les végétaux, l'agriculture est de plus en plus consacrée à faire du fourrage pour les animaux qu'on va manger, c'est-à-dire que maintenant on voit que la viande réalise d'énormes stockages en Chine, en Argentine, dans beaucoup d'autres pays. Or, quand je travaillais avec Jean-Claude Fady, qui était primatologue au CNRS d'Aix-Marseille, il m'avait montré un jour un document où les gorilles attrapent des petits singes. Ils les attrapent pas, ils les cueillent. Je ne sais pas comment ils font. Ils cueillent un petit singe, ils le cassent en deux et ils le mangent encore chaud. Mais le petit singe c'est scarifié dans les branches ou en se débattant. Donc l'ADN, le petit brin de virus, c'est un petit morceau, c'est un brin d'ADN. Le virus sur le plan biologique, c'est rien. Toute la tragédie provoquée par le virus est provoquée par notre civilisation. L'hyperconsommation, l'hypermobilité. Hyperconsommation, donc on voit des stocks fabriquant des virus. Or j'ai vu une paralysie faciale chez un singe, probablement parce qu'il avait mangé un autre petit singe. Donc il y avait un virus, parce que la paralysie faciale est presque toujours provoquée par un virus. Mais elle disparaît. Les singes étaient effrayés parce qu'ils n'avaient plus le langage des singes, les mimiques faciales, donc ils l'agressaient et ils le chassaient. Mais comme les singes ne commercialisent pas la viande, l'épidémie restait dans le groupe, elle s'arrêtait. Or nous, non seulement on fabrique les virus, mais on les commercialise. Un beefsteak argentin fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver chez un boucher français. C'est-à-dire qu'on crée, on fabrique le virus et on le transporte. Et donc, c'est vraiment ce qui nous arrive, c'est vraiment le prix de la civilisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est-à-dire, ou bien, il y a trois solutions. Ou bien on refait comme avant, et je vois qu'il y a des gens, le MEDEF, pour ne pas le nommer, ou Ruth Bézieux, que je trouve très sympathique, dit il faut rattraper le temps perdu. Si on remet en place les mêmes conditions qui ont fabriqué le virus, dans 3 ans, il y aura un autre virus. Et ça s'est déjà fait. Toutes les pestes qui sont parties de Marseille, une de Nice, toutes les pestes ont été provoquées par la route de la soie, dont on parlera à Château-Vallon
le 20 novembre, je crois le 21 novembre. Parce que toutes les pestes ont été provoquées comme ça. C'est-à-dire que la merveilleuse technologie de la soie, il fallait vraiment être un Chinois génial pour voir que sortant de l'anus d'un papillon, un bambix femelle, il y a un fil qui sort et le gars s'est dit « Ah ben on va faire la soie à partir de ce petit fil qui sort du trou du cul d'une femelle ». Alors, c'est vraiment une performance intellectuelle. Et ils font des merveilleux tissus. Ils arrivent d'abord la route de la soie par chameau, le langage, comparaison des cultures, comparaison des religions, bravo. Pour gagner plus d'argent, on arrête la caravane à Antioche, on met des bateaux qui arrivent à Marseille, les rats s'installent dans les réserves alimentaires, des marins meurent pendant la route, les bateaux doivent aller faire la quarantaine au Frioul, il y a la foire au tissu à Beaucaire, les commerçants débarquent la nuit les ballots de tissu, donc bourrés de bacilles pesteux. 2 ans après, un Européen sur 2 est mort. Hyper-consommation, hyper-rentabilité, hyper-voyage. Voilà, donc je dis ça juste pour vous remonter le moral, mais il y a 3 voies. Ou bien on remet en place la même condition et on aura un nouveau virus. Quand j'étais enfant, il y avait la polio, il y avait la variole, il y avait le tétanos, il y avait le croup diphtérique. Beaucoup d'enfants mouraient du croup diphtérique. Et j'ai travaillé avec Paul Rebaud, qui était médecin au centre médico-social, que des gens dans la salle ont sûrement connu. Il était externe à l'hôpital de Toulon quand les premiers sérums antidiphtériques ont été inventés par Mérieux à Lyon. Et son travail consistait à prendre le train, aller chercher. Et il venait comme Nicolas, le marchand de vin, vous savez, avec des flacons. Et sauf qu'il avait des sérums antidiphtériques à chaque extrémité. Et il me racontait qu'il fendait la foule des manifestants devant l'hôpital Chalucé parce que les gens étaient haineux à l'idée qu'on puisse planter des aiguilles dans le corps de leur bébé. Or, le sérum antidiphtérique faisait empêcher le croup et les enfants de mourir d'asphyxie. Donc déjà, on voyait se mettre en place ce que je vous proposais tout à l'heure, l'opposition entre la pensée fixiste, il faut que rien ne change, surtout pas de sérum, pas de vaccin, surtout pas de sérum, et la pensée évolutionniste, ça change, il faut bien s'adapter au changement et inventer de nouvelles cultures. Alors il y a ou bien on fait pareil, ou bien comme je disais tout à l'heure, on vote pour un dictateur, quelqu'un qui va nous escroquer en disant je sais où est la vérité, votez pour moi, je sais d'où vient le mal, c'est les Chinois. Là, vous voyez à qui je pense là. Donc, c'est les Chinois qui nous ont envoyé ça. Avant, c'était les Juifs, avant, puis ensuite ça a été les Arabes. Enfin, on trouve toujours quelqu'un à sacrifier quand quelque chose ne va pas chez nous. Alors, c'est la deuxième solution possible. Mais il y a une troisième solution possible. C'est le changement de culture. Ralentir, comme l'a dit Edgar. Ralentir, parce que ralentir, ça correspond à notre rythme humain. On est une espèce lente et on n'a qu'une espérance de vie de 120 ans. C'est-à-dire qu'après 120 ans, ça devient plus difficile. Mais jusqu'à 120 ans, on peut continuer à apprendre. Et ralentir le développement de nos enfants, comme le font les pays d'Europe du Nord. Ils ralentissent le développement des enfants. L'école sert à sécuriser et non pas à apprendre. À 15 ans, aux évaluations PISA, ils sont médailles d'or. Où est le drame? Alors qu'au Japon, ou aux États-Unis, où on fait sprinter les enfants, les bébés deviennent anxieux. Ils sursautent et le décrochage scolaire est de plus en plus grand. Et dans cette troisième voie, inventer une nouvelle culture, on voit que dans ce cas-là, le servage qui existait en 1348 avant la peste, les paysans sont tellement morts qu'on avait besoin de paysans pour manger, pour l'agriculture. Le servage a disparu sans aucun débat. Un progrès humain très important
a été provoquée par la catastrophe du virus. Voilà les 2-3 idées que je voulais vous proposer. Merci de m'avoir écouté. Alors maintenant, je crois qu'on doit donner la parole à la salle, mais Edgar m'a dit, vous êtes prié de ne poser que des questions géniales. Alors, est-ce qu'il y a des questions géniales? Est-ce quelqu'un va faire passer un micro dans la salle? Tiffaine, au secours, Tiffaine. Ah ben voilà. Alors, oui, l'exemple qu'on donne, c'est l'élan du Canada. Et l'élan du Canada a des pattes très larges, comme des spatules, comme des raquettes de neige, donc il se développe très bien. Et à chaque génération, les bois de l'élan du Canada sont de plus en plus lourdes. Donc dans les premières générations, l'élan du Canada se développe très bien et il ne peut pas être attaqué par les loups ou même par les ours parce qu'il les éventre. Et comme à chaque génération, les bois deviennent de plus en plus lourds, ils marchent la tête en bas et au bout de quelques siècles, les loups égorgent les élans sans difficulté parce que les élans ne peuvent pas rentrer dans la forêt parce que leurs ramures sont tellement grandes qu'ils s'accrochent dans les arbres et ils meurent de faim. Et puis aussi parce que comme ils ont tout le temps la tête en bas, les loups les égorgent et les mangent sans difficulté. Alors ça, c'est l'exemple le plus classique pour répondre à votre question, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui montrent que la surspécialité d'une espèce est une vulnérabilité et que l'acquisition des facteurs de protection, c'est la transversalité. Une espèce qui peut être nagée, pêcher, manger, cultiver, c'est une espèce qui augmente son espérance de vie. C'est le cas de l'espèce humaine. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du néolithique, on était 1 million d'êtres humains sur la planète. On va bientôt être 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Probablement parce qu'on est des omnivores. On mange tout, on cultive tout, mais ça, on a tellement développé la culture, l'exemple de la viande, tellement développé la technologie, l'exemple du transport de la viande, l'exemple des pestes, l'exemple des écrans, on a tellement développé la technologie qu'on est en train d'en mourir. Mais il y a beaucoup d'autres exemples d'animaux et d'êtres humains. Monsieur parle de l'exemple de la Chine, où je crois que c'est en 1974, il y avait 7 enfants par femme, et le gouvernement a décidé qu'une petite fille arrivant au monde aurait un bon pour faire un enfant, et que si elle voulait en faire un deuxième, il fallait qu'elle achète le bon d'une autre femme qui ne ferait pas d'enfant. Et ce monsieur dit, est-ce que donc ça a changé beaucoup la culture chinoise? Et maintenant, il redonne l'autorisation de faire plusieurs enfants par femme. Et en effet, je ne sais pas ce que Edgar va répondre, mais en effet, la culture a été très modifiée par cette modification de démographie. Pas grand-chose à dire. Alors, Je n'ai pas. Je pense qu'effectivement,
il y a eu des modifications, mais je ne suis pas assez au courant pour savoir de quoi il s'agit. Alors, moi, je ne suis pas très au courant non plus, mais la première modification de cette loi un enfant par femme, c'est que les Chinois ont en une génération, et j'étais au Vietnam à cette époque-là, en une génération, les Chinois ont appelé leurs enfants les enfants empereurs. C'est-à-dire que les enfants, en une génération, tout de suite dans les années après la loi, sont devenus obèses et insupportables. Et que dès l'instant où il y a plusieurs enfants par femme, actuellement les enfants redeviennent beaucoup plus faciles à supporter, mais les Chinois les font terriblement sprinter, presque autant que les Japonais, moins que les Coréens, qui font des performances scolaires stupéfiantes à un prix humain exorbitant, suicide. Les femmes pensent plus au suicide que les hommes dans toutes les cultures, mais les hommes aboutissent au suicide plus que les femmes dans toutes les cultures, sauf en Chine, où les femmes, depuis le changement culturel, les femmes pensent plus au suicide et aboutissent plus au suicide que les hommes. Donc là, votre question est totalement pertinente. Le simple fait de changer la structure de la famille change forcément le développement des enfants. Et on voit qu'actuellement, pour nos enfants, les enfants, le nouvel organisateur de la société, aujourd'hui, c'est plus la force musculaire, c'est l'école, c'est le diplôme. Et on voit apparaître une nouvelle aristocratie, qui est l'aristocratie du diplôme, avec la haine que provoquent ceux qui n'ont pas accès au diplôme. On voit, il y a eu, il n'y a pas longtemps, des manifestations en France avec la haine des élites. Qu'est-ce que c'est que les élites? Ils sont élites en quoi? Ils ont une famille qui leur a permis de faire des études suffisantes pour avoir un diplôme. Voilà. Donc c'est des élites artificielles provoquées par notre culture. Et ces enfants qui ont des diplômes, maintenant, ils courent le monde. Ils trouvent un job, un job au Japon, l'autre en Angleterre, le troisième aux États-Unis. Les liens familiaux sont complètement dilués. Mais peut-être que grâce au virus, on va voir se restructurer les familles. Moi, j'avais une question à propos du langage. On entend actuellement dans les universités, dans le langage en général, une sorte de mimétisme dans le langage, que ce soit de la part de la donc, effectivement, Vincent, peut-être dans la concordance du temps, soit en miroir, Devient le mariage. Marié, Vous voulez répondre? d'abord. Alors, oui, merci pour cette question, parce que c'est vraiment une question de notre époque. Il y a très récemment encore, les seuls qui voulaient se marier, c'était les prêtres et les homosexuels. Les autres, ils se paxaient. Et ils trouvaient que le pax, c'était une forme de liberté. Mais la liberté se paye. Et quand, dans la commission des 1000 jours, on a fait une enquête sur les dépressions périmaternelles, après l'accouchement, les dépressions du postpartum, qui sont pas rares du tout, et avant l'accouchement, et on faisait taire les femmes. Ah oui, c'est un moment merveilleux. Elles n'osaient pas se plaindre, elles souffraient sans un mot, sans cachette, et c'était très fréquent. Or, on constate que les dépressions périnatales se développent actuellement beaucoup, et qu'il y en a plus
chez les pacsés que chez les couples mariés. Le simple fait de faire une déclaration devant Dieu pour les croyants et devant la société, ça donne cette sensation de contrat affectif et social, parce qu'il ne faut pas oublier que le mariage, c'est d'abord un contrat social. Et ça donnait une sécurité aux mariés, aux femmes, qui fait qu'elles faisaient moins de dépression et d'accidents délirants que les femmes pacsées. Et les femmes seules payent très cher la solitude, d'abord parce qu'elles sont pauvres et puis parce qu'elles ont des journées folles. Donc la liberté se paye parfois très cher. Alors, pourquoi est-ce que le mariage... si j'ai bien entendu, vous avez parlé de neurones miroirs, c'est ça? Alors, merci pour cette question, parce que j'ai travaillé avec Rizzolatti, qui est professeur à Parme, et avec Philippe Duval, on a invité à Paris, on voulait l'inviter à Toulon. Il faut qu'on l'invite à Toulon, tellement il est passionnant. Et il découvre les neurones miroirs entre êtres humains et entre tous les mammifères. Ce que disait Edgar tout à l'heure, on appartient au monde des mammifères. C'est-à-dire que les neurones miroirs, quand on voit quelqu'un faire un geste, notre cerveau nous prépare à faire le même geste. Et quand on... Alors, l'exemple classique, c'est quand quelqu'un bâille, il nous donne envie de bâiller. L'autre exemple, c'est quand quelqu'un prend une photo, on regarde dans quelle direction il prend la photo. Et les enfants élevés par leurs parents sont souvent beaucoup plus désobéissants que les enfants élevés en crèche et confiés à l'école. Parce que, élevés par des parents, surtout par une mère à la maison et le père au travail, les enfants prennent leur autonomie en s'opposant aux parents. Alors que quand les enfants sont élevés dans une crèche où la fonction égalitaire de l'école, elle joue non seulement pour les diplômes, mais elle joue aussi pour la psychologie. C'est-à-dire que les enfants, entre eux, chacun sert de miroir à l'autre. Et on voit Jacqueline Nadel, qui est venue travailler avec nous, qui fait des observations au CNRS, des observations merveilleuses. Et il y a une observation que je cite toujours avec plaisir. Elle offre des chapeaux mexicains aux enfants dans une crèche. Les enfants sont ravis, bien sûr. Bien sûr, il leur met des grands chapeaux, ils font les pitres. Nous, on fait pareil. Hein. Ils font les pitres. Et puis elle passe à côté d'un enfant et en faisant un geste, elle donne un coup sur le bord antérieur du chapeau et le chapeau part en arrière. Tous les enfants qui jouent avec ce Mexicain envoient leurs mains en arrière. C'est-à-dire que nos cerveaux fonctionnent ensemble. Et il est certain que c'est peut-être un peu ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle la même langue, on parle une langue maternelle, parce que le fait de partager une langue maternelle, ça crée un sentiment de sécurité. On parle la même langue, donc on vit dans le même monde. Même raisonnement pour les croyances, on croit au même Dieu, donc on vit dans le même monde, je me sens bien, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur, on se sent bien ensemble, et ça explique aussi la sécurité que donne le partage d'une croyance et la dangerosité que ça donne, parce que ceux qui ne partagent pas la même croyance sont des mécréants, malcroyants. Et on voit qu'actuellement, aujourd'hui sur la planète, il y a plein de gens qui retrouvent ce genre de raisonnement. Donc merci pour cette question sur les neurones miroirs, c'est que c'est probablement ce qui explique les phénomènes de foule, et ce qui explique aussi les phénomènes de mode, et ce qui explique aussi les phénomènes de rivalité. Alors ça, c'est une question pour Edgar, hein, c'est-à-dire la perte de la biodiversité. Dans ce cas-là, il y a déjà de moins en moins d'espèces vivantes, hein, puisque 95%, au moins 95% des espèces vivantes ont disparu.
et nous, on fait partie des espèces survivantes. Et quand il y avait un processus naturel d'élimination, et nous, êtres humains, on aggrave ce processus d'élimination. Alors la question c'est, qu'est-ce que vous pensez que le spécisme, c'est-à-dire le fait de penser qu'une espèce est supérieure à l'autre, est-ce que ça va nous mener, nous, à mépriser les animaux, à mépriser, comme on a méprisé les autres êtres vivants, ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, ceux qui n'ont pas la même religion. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, demande cette dame. Il est évident que nous vivons encore sous l'emprise de la croyance en la supériorité humaine, surtout la création vivante et bien entendu animale. Et nous nous confortons de cette supériorité par notre supériorité technique, économique, par les moyens que nous avons, par les pouvoirs que nous avons déclenchés, et en occultant le fait que, effectivement, tout ce qui est progrès technico-scientifique, économique, n'a conduit à aucun progrès éthique, intellectuel et rationnel. Au contraire, nous assistons aujourd'hui à une régression formidable de la capacité intellectuelle, de la capacité éthique, de la capacité relationnelle. Donc, à ce moment-là, on peut trouver dans le monde animal des exemples de solidarité ou de communauté que nous pouvons avoir perdus nous-mêmes. Et disons, il est certain que de nous rendre compte que la supériorité technique n'est pas une supériorité éthique. Bien entendu, le jour où effectivement nous serons capables d'avoir des meilleurs rapports entre nous, qui sont, à mon avis, dans un état absolument pitoyable, les rapports entre humains sont faits d'incompréhension, de malentendus, d'erreurs, de mépris, de dédain, de jalousie, etc. Et sentiments qui existent pas, surtout même dans les hautes sphères. Plus on s'élève dans les sphères politiques voire universitaires, plus on voit ces défauts se manifester, effectivement, qui sont liés à l'hypertrophie de l'ego du moi. Il y a une sorte et dans le fond, nous nous rendons compte que tant que nous sommes dans une société où l'hypertrophie du moi, je, se fait au détriment des solidarités, des communautés, des fraternités, nous ne pouvons pas penser à notre supériorité. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, nous devons repenser un peu à diminuer ce sentiment de supériorité et de voir dans la diversité des espèces vivantes la richesse profonde de la vie. C'est exactement comme sur le plan de l'humain. De même que dans l'humain, vous avez une unité incontestable de tous les humains qui est cérébrale, anatomique, physiologique, mais en même temps une diversité incroyable, ne serait-ce qu'à partir entre individus et surtout entre les cultures, les langages, les tempéraments. Et on se rend compte que la diversité humaine fait le trésor de l'unité humaine et que l'unité humaine fait le trésor de la diversité humaine. Alors, la sauvegarde de l'unité de la diversité de l'unité, c'est quelque chose de fondamental. Et ça, il faut le sauvegarder aussi dans le monde vivant. Il est certain que la richesse, la complexité des écosystèmes et de la bière est liée au fait qu'il y a cette formidable diversité, mais qu'il y a quand même cette unité fondamentale, c'est que tous les êtres vivants ont en profondeur le même langage intérieur, qui est le langage de l'ADN, etc. Donc, voilà.
D'autre part, nous nous rendons compte de plus en plus que nous prenons parfois pour des cris inarticulés sont des significations profondes. D'abord, on a découvert, par exemple, que ces petits insectes que sont les abeilles ont un langage complexe, fait à la fois de danse, de gestes, de sons. Nous rendons compte que les primates, les chimpanzés ont un langage, les gestes et les sons. Nous-mêmes encore, nous avons besoin de gestes. Bon. Donc, nous n'avons pas encore exploré tous les langages et toutes les communications. Nous commençons à comprendre. Moi, une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était il y a une cinquantaine d'années, mais ça m'a joué un rôle quand j'écrivais la méthode, c'est que j'avais lu un article dans la revue Science, la revue américaine scientifique, qui racontait que des chercheurs avaient arraché les feuilles d'un arbre pour voir comment il allait réagir. Alors, cet arbre, il a commencé par réagir en produisant un surcroît de sève pour reconstituer ses feuilles, et il a sécrété un antitoxique, antiparasite. Bien entendu, il ne comprenait pas que le parasite, c'était l'être humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que les arbres de la même espèce du voisinage ont commencé à sécréter le même antiparasite. Et nous avons maintenant d'innombrables exemples des plantes qui se défendent contre leurs prédateurs par différents moyens pour les écœurer et les dégoûter. Donc c'est un monde on ne se rend pas compte à quel point il y a des échanges, des communications dans notre univers. Nous croyons qu'il était muet, qu'il était fait de cris, de gémissements, d'aboiements. Mais même les aboiements sont modulés. Un jour, nous comprendrons peut-être à quel point on faisait attention. Nos petits chiens nous parlent un langage assez complexe, bien entendu, pas comme le nôtre. Donc, voilà ce que je crois, c'est que nous sommes entrés. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les scientifiques n'avaient cherché à ne voir dans le monde vivant que des déterminismes. Donc pas d'autonomie, pas de communication, etc. Un animal, on dit, il a l'instinct. L'instinct, ça veut dire une force en lui qui l'oblige à faire ce qu'il fait, mais pas d'intelligence, etc. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des formes innombrables d'intelligence, et y compris dans le monde végétal, y compris peut-être dans les chaînes séculaires, dans les séquoias, tout ça, peut-être que ce sont des vieux sages qui méditent sur la vie. Nous savons. Et nous ne sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début. Et beaucoup de civilisations que l'on croyait très primitives avaient le sens, comme les Indiens des Andes, cette Pachamama, cette terre-mère qui vit de prêter au monde animal des vertus et des qualités que nous commençons à reconnaître. Donc je pense que nous sommes de mieux en mieux capables de comprendre le véritable problème. Vous dites, c'est pas seul. Le spécisme, ça veut dire quoi? Le spécisme, ça veut dire évidemment des espèces. Mais les espèces elles-mêmes sont faites d'êtres vivants qui se succèdent les uns les autres. Donc, quand nous parlons d'espèces, c'est un peu trop abstrait, parce que nous voulons protéger une abstraction qui est un système de reproduction dans le temps, qui est évidemment absolument nécessaire. Mais en réalité, les espèces produisent des êtres qui ont des sentiments, qui ont de la sensibilité, qui ont de leur intelligence, qui ont leur communication, qui ont leurs attractions, qui ont leurs amours, qui ont leurs peurs. Et ce sont ces êtres-là, de différentes espèces, ce sont ces êtres-là qu'il nous faut comprendre avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de bienveillance. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de petites vidéos qui saisissent sur le vif des comportements absolument inattendus, incroyables, d'astuce et d'intelligence, pas seulement des espèces, mais y compris de nos petits chats ou de nos petits chiens.
Donc, si vous voulez, de même que Jean-Jacques Rousseau avait le sentiment de la nature quand il allait faisait ses promenades dans l'île Saint-Pierre, il se buvait de la beauté des paysages, etc. De même, nous devions, je crois que, pas seulement nous émerveiller de la beauté des mers, des nuages, des océans, des montagnes, mais de la vie. De la vie, pensez, quand je regarde une petite feuille, je me dis, mais cette petite feuille-là, c'est une véritable usine à fabriquer de l'énergie. Mais quand je regarde, quand j'ouvre une noix, je me dis, mais quel soin maternel il a fallu pour créer cette coquille, pour protéger la noix reproductrice. Quand je vois que les pépins sont protégés par une carapace et à l'intérieur d'un liquide, mais je dis, mais quelle maternité il y a dans ce monde végétal, un souci inouï de sauver la progéniture. Donc, si vous voulez, ce qui nous semble à nous purement humains, la maternité, elle existe d'une autre forme dans le monde vivant, et je pense que c'est cette reconnaissance qu'il faut faire. Pardon ? Ah, ok. Bonsoir. Alors, c'est une question qui fait suite à une lecture qui est pour le moins locale, puisque c'est celle des rencontres de Château-Vallon, autour de vous, Edgar Morin, sur la question de l'utopie. Et dans l'histoire, les mouvements humains ont été entraînés par un certain nombre d'utopies plus ou moins bonnes ou mauvaises. Et je vous pose la question, quelle serait la bonne utopie aujourd'hui ? Écoutez, c'est une question qui me touche ici même, parce qu'il y a un certain nombre d'années, à Château-Vallon, on a fait une réunion dont j'étais du reste l'animateur, qui s'appelait Pour une utopie réaliste. Je ne sais pas si vous... Et vous étiez. C'est là qu'on a écrit le livre ensemble sur la nature humaine. Voilà. Et il y avait des gens venus un peu de tous les pays, etc. Et nous avons réfléchi sur ce problème. Alors donc, vous me reposez la question à Château-Vallon après. Et à l'époque, j'avais déjà dit qu'il faut distinguer deux réalismes et deux utopies. Avant de parler des utopies, il faut parler du réalisme, parce que ce sont deux notions qui sont absolument liées, tout en semblant complètement opposées. Alors je dis qu'il y a deux réalismes. Il y a le réalisme qui croit qu'être réaliste, c'est que ce qui est dans le présent est ce qui va durer et ne va pas bouger. C'est une conception qui est fixée sur l'immédiat. Et malheureusement, ce réalisme a beaucoup gagné, notamment dans la politique, et c'est pas à cause, une des raisons, du fait qu'on a sacrifié beaucoup de lits d'hôpitaux, beaucoup d'investissements pour les hôpitaux, a été sur le fait que dans l'immédiat, on ne voyait pas le besoin. Cela a dit, bien entendu, lié à une autre politique de destruction des services publics, autre chose. Donc, si vous voulez, la fixation sur l'immédiat pense que ça ne va pas bouger, et ce réalisme est complètement désarçonné et détruit dès que surgissent des transformations, dès que surgissent des mouvements, des révolutions, dès que surgissent des phénomènes aussi bien éphémères comme mai 68 ou comme les Gilets jaunes, etc. Donc, le vrai réalisme, ce n'est pas seulement de croire que le réel... D'ailleurs, c'était mon maître Gruithuisen, le philosophe Gruithuisen, qui avait cette formule en disant « être réaliste, quelle utopie ?» Donc, il prenait l'utopie dans son mauvais sens. Donc, à mon avis, le bon réalisme tient compte évidemment des données immédiates,
tient compte des courants historiques qui viennent du passé, tient compte du fait qu'il y a des fermentations parfois invisibles et souterraines dans le présent. C'est ce que le philosophe Hegel appelle la vieille taupe qui creuse ses galeries sous la terre, et à un moment donné, ça pète. C'était ça l'idée qu'avait repris Marx sur la Révolution, n'est-ce pas? La vieille taupe qui travaille, les forces souterraines et sans arrêt, elles sont en action. Donc, le réalisme n'est pas... L'adaptation et l'immédiat, c'est d'essayer d'adapter aussi le cours de l'histoire à ce que l'on croit, c'est-à-dire aux causes de justice, d'égalité, de fraternité. Alors, l'utopie, il y a la bonne et la mauvaise utopie. La mauvaise utopie croit à un monde parfait, de totale harmonie, sans conflit. Et d'ailleurs, Fourier l'avait très bien décrite dans ses œuvres. Mais l'utopie de la perfection est impossible parce que l'imperfection et la lutte permanente entre la dégradation et la reconstruction sont permanents. Et j'ajouterais en plus, pour reprendre Héraclite que je citais, que vous ne pourrez jamais éviter les conflits, les désordres, etc. Vous pouvez créer une société meilleure, mais vous ne pouvez pas créer le meilleur du monde. Autrement dit, la mauvaise utopie, c'est le meilleur du monde. Mais la bonne utopie est de penser que des choses qui semblent impossibles aujourd'hui sont pourtant possibles. Prenez par exemple aujourd'hui, qui est une période où des conflits se rallument un peu partout. Bon. Mais il est pourtant possible, organisationnellement et techniquement, de créer une confédération humaine un peu plus solide et sérieuse que l'ONU, qui confédérerait 7 milliards d'êtres humains, ce qui n'est pas beaucoup, étant donné que chacun d'entre nous est une confédération de dizaines de milliards de cellules, n'est-ce pas? Donc, de penser qu'on pourrait, s'il n'y avait pas spéculation multiple, que l'on pourrait nourrir équitablement tous les gens de la planète et qu'on pourrait éviter les famines, etc. Ça, c'est la bonne utopie, parce que c'est une possibilité, mais qui actuellement n'est pas réalisable à cause des spéculations, à cause du pouvoir de l'argent, à cause du nationalisme, à cause de... Donc, si vous voulez, il faut concilier le réalisme et la bonne utopie. Et quelle est Alors aujourd'hui, la bonne utopie n'est pas d'imaginer une société. La bonne utopie, c'est de dire la possibilité d'un monde meilleur et d'aller sur une voie. Et de savoir, si vous voulez, parce que l'erreur, souvent, est d'imaginer un modèle de société qui serait la bonne société. Or, nous sommes dans un dynamisme de l'aventure humaine et où tout se transforme, y compris les sociétés. Donc le vrai problème est d'être d'un dynamisme des transformations positives, alors qu'actuellement nous sommes dans un dynamisme de transformation négative. La bonne utopie, c'est de dire, voilà, est-ce que les forces de ce que l'on peut appeler l'éros, c'est-à-dire les forces d'union, de fraternité, qui, comme le disait Freud, sont liés inexorablement et à jamais à leur propre ennemi, qui est Thanatos, les forces de mort et de destruction. Est-ce que quand ces forces pourront elles-mêmes devenir de plus en plus puissantes et dominées? La bonne utopie, c'est d'aller dans ce sens-là, c'est de ne pas croire avoir un modèle parfait de société, c'est de penser que si on est dans ces forces-là, on est déjà en train de créer en soi-même déjà les conditions d'une vie meilleure, parce qu'on est mieux dans sa peau, on est plus fraternel avec les autres, on est plus compréhensif avec les autres. Donc, d'une certaine façon, on vit à sa façon, on vit déjà l'utopie concrètement. Un peu ce que disait Gandhi en disant « essayons d'être la société que nous voulons réaliser ». Donc, si vous voulez, la bonne utopie, elle commence par soi et elle continue, elle commence par soi
et ne cesse pas d'être une participation à ce combat de l'éros contre Thanatos. Voilà comment je définirais la bonne utopie. Et voici la dernière question. Alors, je crois que maintenant, Oui. le réalisme va nous obliger à se dire au revoir, mais je trouve qu'on a tous été très brillants. On a le droit, Tiffaine, c'est elle qui... Si vous n'êtes pas content, vous accusez Tiffaine. Hein. On a le droit encore à une question? Bonsoir. Dans votre introduction, en fait, vous avez fait référence à un livre, enfin, à l'erreur de Descartes, je pense, d'Antonio Damasio, qui parle du rôle, en fait, des émotions et des sentiments dans les prises de décision. Et moi, j'aurais voulu savoir dans quelle mesure les émotions et les sentiments ne sont pas la cause, en fait, de notre perte, c'est-à-dire la cause du fait que l'homme ne connaît plus la nature et sa propre nature finalement. Il s'en éloigne et il est incapable Moi, je vis au contact très serré de la nature et des animaux et je me rends compte que l'humain n'est plus capable de comprendre sa propre nature et de comprendre la nature et donc de trouver les solutions pour survivre finalement. Merci pour cette question, parce que vous avez raison, moi je distingue émotion et sentiment. Les animaux ont des sentiments. L'expression des sentiments, depuis le 19e siècle, chez l'homme et chez les animaux, c'est très bien décrit, ça a été manipulé expérimentalement, et en neurologie, on sait que quand on touche certaines zones cérébrales du cerveau de certains animaux, les mammifères, on provoque les mêmes expressions des émotions que pour un cerveau humain. C'est les mêmes substances, c'est les mêmes zones cérébrales, c'est les mêmes expressions des émotions, de joie, de colère, de peur, etc. Et le sentiment, votre question me permet de reprendre ce que j'avais proposé tout à l'heure. Le sentiment, c'est très différent, c'est que c'est une émotion ressentie dans notre corps, mais provoquée par un récit. Je peux déclencher chez chacun d'entre vous une émotion en injectant des amphétamines, en injectant des substances, la cocaïne, des substances euphorisantes ou des substances dépressogènes. Il y a des tas de substances qui provoquent des dépressions, des mélancolies très douloureuses. Pour déclencher un sentiment, il faut que je vous raconte quelque chose. Et nous, êtres humains, on vit autant, comme l'a dit Edgar, on vit autant dans le corps, dans la biologie, on doit boire, on doit dormir, et on vit dans la parole. Et les deux se réunissent pour modifier le fonctionnement cérébral. C'est-à-dire que Descartes, en séparant le corps et l'âme, nous a engagés dans une pensée binaire, la pensée des enfants. Alors que Spinoza, dont Edgar parlait tout à l'heure, nous a permis, ce que confirme la neurologie aujourd'hui, nous a permis d'unifier. C'est-à-dire que lorsqu'on modifie une substance, peut faire voir, faire éprouver un monde différent, mais un récit peut faire aussi éprouver un monde différent. Hein, je prenais tout à l'heure l'exemple du racisme. Les racistes sont sincères, parce qu'ils sont complètement soumis à un récit. Il y a des bénéfices, ça leur apporte un bénéfice de solidarité, un bénéfice de clan, un bénéfice aussi de réparation d'une estime de soi sacrément abîmée, donc ça leur apporte un bénéfice psychologique, mais surtout, c'est un engagement, ça a aussi un engagement social. Donc votre question me paraît, est effectivement pour moi très pertinente, c'est que ça nous permet de répondre que nous, êtres humains, on vit dans les deux dimensions, la dimension de la biologie, la dimension de l'affectivité, comme les animaux, la dimension des émotions, comme les animaux, et la dimension des sentiments, comme les êtres humains, les récits. Et là, on peut délirer, on peut inventer tous les récits. Mais tout à l'heure, Edgar parlait des chiens qui sont intelligents. Je tiens à préciser que mon chien est lacanien. Et que la preuve, j'ai une preuve expérimentale, c'est que quand je lui lis des pages de Lacan, il couche les oreilles, il remue la queue. C'est le seul à comprendre Lacan. Voilà, il
Il y a une dame qui veut... Elle hésite entre partir ou nous assassiner. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va partir quand même maintenant. Hein. Voilà, ben, merci, désolé, il faut bien s'arrêter un moment. Je trouve qu'on a été tous très brillants. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on a été bien.